Salut la compagnie, bienvenue dans le podcast qui parle d'innovation sociétale et autres. Compagnie Général. Des autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pure convivialité. Un autre, après un autre, après un autre, après un autre. Notre maison brûle. Et le meilleur est toujours possible. Par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. Peut-on recréer du nous ? Un récit partagé, un idéal qui nous permettra de nous regarder les uns les autres, de vivre moins isolés, de fabriquer progressivement autre chose qu'une Europe de la défiance, une France de la colère. Pour Tariq Rezali, c'est urgent. Il lance la Fabrique du Nous, un think tank pour le vivre ensemble, auquel on n'accorde plus tellement de crédit aujourd'hui. Mais alors, va-t-on laisser la place au vivre séparé et ses conséquences ? De multiples fractures, sociales, territoriales, culturelles, générationnelles, mais également narratives, s'aggravent. Quelles sont les pistes pour ressouder les liens ? Tariq nous propose une belle image pour commencer à y songer, celle d'une nuée d'oiseaux. Voler collectivement, naturellement, sans collision, avec chacun son indépendance. Au-delà de la poésie, peut-être est-ce un moyen efficace d'aller ensemble quelque part. Rencontre avec un oiseau inspirant qui nous propose de construire un nouveau récit collectif. Je suis avec Tariq Rezali, on est à Saint-Denis dans une coopérative qui s'appelle la coopérative Point Carré. Salut Tariq. Salut. Donc là c'est marrant parce que on est à l'étage, c'est un ancien garage et puis ça sent la suie parce qu'on est dans un atelier en fait, un Fab Lab je crois. Ouais. Et on fabrique des choses ici. On fabrique des choses ici. Et toi tu fabriques du nous. En fait. Je fabrique du nous. Ouais. Donc c'est un endroit assez indiqué. Qu'est-ce que c'est la Fabrique du Nous, Tariq ? Alors la Fabrique du Nous, c'est un nouveau projet que je lance et qui vise à s'adresser à répondre à un problème qui m'apparaît crucial aujourd'hui. C'est le fait que le vivre ensemble, ça marche plus. Ça marche plus au niveau local, ça marche plus au niveau national, ça marche plus au niveau international. L'histoire, le récit de nous, citoyens différents, venant d'origines et de milieux différents, on partage un collectif et on vit ensemble et on s'y retrouve. C'est une histoire que finalement, plus grand monde n'a envie d'entendre. Aujourd'hui, ce qui a plus le vent en poupe, c'est le vivre séparé, si on peut dire. C'est-à-dire chacun chez soi, l'autre, c'est-à-dire celui qui ne me ressemble pas, il fait plus peur qu'envie. Et donc je vais plutôt me replier sur mes semblables ou je vais plutôt me replier sur moi-même et être dans une solitude. Donc pas sortir toutes les stats qu'il y a, mais aujourd'hui on est dans un et c'est pas qu'en France, dans un pays où les personnes s'éloignent les unes des autres et les communautés s'éloignent les unes des autres. Il y a un livre qui vient de sortir qui est intéressant qui s'appelle L'archipel français de Jérôme Fourquet au Seuil, je crois. Et cette image d'archipel, elle est pas mal parce qu'on imagine toutes ces îles. Ces îles, ça va être les très riches, ça va être les quartiers populaires, ça va être le périurbain, ça va être des communautés culturelles, ça va être des bobos. Il y a différents niveaux d'îles et d'identités qui ne se rencontrent plus et qui ont tendance même à s'éloigner les unes des autres. Et ça me fait peur. C'est quelque chose qui m'inquiète. Et plutôt qu'en avoir peur, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour refabriquer du nous, c'est-à-dire recréer de l'élan collectif et réécrire avec tout le monde, parce que c'est pas moi qui va le faire, une histoire, des récits où chacun peut se projeter dans quelque chose qui le dépasse et dans quelque chose qu'il partage avec les autres. Donc c'est la Fabrique du Nous, c'est un studio de design pour réécrire ce roman du vivre ensemble qui aujourd'hui ne veut plus être lu par personne et pour en faire un nouveau best-seller, si je puis dire, qui soit partagé. Donc c'est très facile à dire, mais c'est très dur à faire. C'est un truc qui se fait peut-être à l'échelle d'une génération. Et encore une fois, on est dans un climat, on le voit en France, on le voit en Europe, où les histoires, les récits qui marchent mieux, c'est les récits qui ont le vent en poupe, c'est les étrangers dehors, les migrants, on n'en veut pas, on se replie sur nous-mêmes. Ou ça c'est un récit qui a le vent en poupe. Certains, quand on entend l'extrême droite dire
pas un euro pour un étranger tant qu'il y a un Français qui dort dehors. On est sur un récit de repli et d'opposition. Ou alors il y a le récit du pognon tu vaux ce que tu gagnes et chacun pour soi, l'individualisme, le rêve américain, ça c'est des choses qui entraînent et qui ont un écho dans la société. Et sauf qu'on fabrique pas du nous au sens divers, pluriel et au sens réel, parce qu'aujourd'hui la société est plurielle avec ces récits-là. Donc il faut réinventer collectivement des récits. Comment on fait ? Il faut des idées, on y reviendra. Il faut des projets concrets aussi qui se traduisent dans le réel. Il faut des personnes qui incarnent, qui racontent, des citoyens, des entrepreneurs, des artistes, des scientifiques. Et il faut que tout ça fasse... j'aime bien cette image, moi, que ça fasse nuée d'oiseaux. Je ne sais pas si tu vois l'image, Rudy. Ouais. Je suis passionné par ça, moi, les nuées d'oiseaux qu'on voit dans le ciel. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de chef dans les nuées d'oiseaux, que les oiseaux sont très agiles, ils arrivent à faire masse quand il y a un danger, puis ils s'écartent. Et il y a zéro accident, ils se cognent jamais. Donc il y a une espèce de confiance et de coopération intuitive entre les oiseaux et qui fait qu'ils vont dans la même direction et en fait ils sont guidés par un champ magnétique. Donc si je file la métaphore, pour moi la fabrique du nous on réussit si on arrive à créer cette nuée d'oiseaux guidés par ce champ magnétique et comment on refabrique du nous qui sont inclusifs, ouverts et forts avec tout le monde et que dans cette nuée d'oiseaux, il y a des citoyens, il y a des artistes, il y a des scientifiques, il y a des entrepreneurs, il y a des élus, il y a toutes sortes d'individus qui représentent ce qu'est le pays aujourd'hui et qui ensemble fabriquent des projets, des idées qui arrivent à petit à petit à réécrire ce récit du vivre ensemble. J'étais assez frappé en venant, là je viens de Saint-Denis, donc je suis sorti au Stade de France, donc j'ai marché Stade de France jusqu'ici, donc le Stade de France, les grosses boîtes, l'habitat précaire, l'autoroute No Man's Land, le petit centre-ville de Saint-Denis, la grande église avec l'histoire des rois, etc. Donc là, en 5 minutes, en 10 minutes à pied, on traverse plein de France. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elles communiquent, elles cohabitent, mais elles ne sont pas forcément justement à recréer du lien entre elles et à fabriquer du nous. Et donc voilà l'enjeu de cette initiative qui va se structurer progressivement, qui est un peu en mode start-up, même si j'aime pas trop le nom, mais voilà, on a une centaine d'oiseaux déjà avec qui je collabore, on sort des idées, on réfléchit à des projets, et petit à petit, mais on va y revenir, on va grossir, et c'est ouvert, donc si ça vous parle, tout ce qu'on va raconter là, vous êtes les bienvenus sur notre site, lafabriquedunou.fr, pour creuser ça. Ok. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on n'arrive plus à vivre ensemble ? Et d'ailleurs, par le passé, est-ce qu'on a déjà réussi à vivre ensemble ? Tu sembles indiquer dans ta note d'intention plusieurs types de fractures. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je pense que ça peut être un peu éclairant sur les causes. Alors, je pense qu'il y a plein de raisons et qui se mélangent. Alors, il ne faut pas idéaliser le passé. C'est pas vrai de dire qu'en effet, avant, on vivait tous ensemble et c'était magnifique et tout ça. Et puis maintenant, c'est le drame. Ouais. Il y a toujours eu des fractures dans la société. Heureusement, la démocratie, c'est ça, c'est le conflit d'intérêts contradictoires qui se résolvent par une discussion, le débat, la délibération, le vote, etc. Mais aujourd'hui, un certain nombre de causes qui se chevauchent et qui font que on a cette fragmentation, cette centrifugeuse, un peu comme une centrifugeuse, où les Français s'éloignent les uns des autres. Et encore une fois, c'est vrai en Angleterre, c'est vrai dans d'autres pays, c'est vrai aux États-Unis. D'abord des choses très pratiques, le prix du logement. Donc aujourd'hui, on voit bien, et il faut voir par exemple les travaux de Christophe Guilluy, le géographe, que les prix explosent dans les grandes villes, dans les cœurs de métropole, Paris, Lyon, etc. Et du coup, ce sont les classes moyennes supérieures qui habitent là, et tout ce qui est toutes les classes moyennes, inférieures, classes populaires, vont vivre dans le périurbain et en zone rurale, donc se repousser. En gros, voilà, le marché, le prix du loyer fait qu'on repousse les pauvres loin. D'accord, et du coup, on sépare les classes sociales. Il n'y a même plus limite des classes, on se sépare. En vrac, les réseaux sociaux, ça crée, on le sait tous, des phénomènes d'enfermement où
on a tendance à lire des choses avec lesquelles on est d'accord, on est convaincu, et du coup on est moins ouvert à la contradiction, aux choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Petite parenthèse sur les réseaux sociaux, dans un prochain podcast sur Kawa, qui est une entreprise sociale qui vise à créer du lien et de la rencontre, Kevin André parle des liens faibles générés massivement sur les réseaux sociaux, alors que la rencontre dans la vie réelle peut générer des liens plus forts. Et puis d'autre part, que la particularité des comptes comme Instagram ou Facebook, c'est de se raconter une vie forte, idéale, mais que c'est par la vulnérabilité des uns et des autres qu'il faut se raconter, se rencontrer. C'est très juste, Peut-être une piste à creuser. Oui, complètement. Je suis d'accord avec ça. Et d'autres raisons, alors ça, on revient à l'histoire des récits qui est centrale, qui est de dire, avant il y avait des grands récits qui structuraient la vie publique, la vie citoyenne, donc le capitalisme, le communisme, il y avait des grandes idéologies comme ça, donc on est pour, on est contre, mais on faisait partie d'un groupe, d'une communauté forte qui était plus large qu'une simple tribu, et tous ces récits se sont effondrés. On a parlé de la fin de l'histoire, on s'est dit voilà, c'est fini, maintenant on est tous pareils, on va tous penser pareil, etc. On voit que c'est plus compliqué que ça, mais donc il n'y a plus de grands récits qui structurent les sociétés. Rajoute à ça que tous les repères traditionnels, le travail, l'école, les syndicats, tout ça s'effrite et ça s'effondre. Le travail, avant, c'était le même boulot pendant toute la vie. Maintenant, c'est des CDD, de l'intérim. Donc, le CDI devient le contrat atypique. Pourtant, toute la société est encore basée sur une vision du CDI. Mais donc l'effritement de tous ces repères classiques, les syndicats, ils n'ont jamais été aussi faibles. Les partis, ils n'ont jamais aussi peu de membres. Les paroisses, notre exemple, qui est quand même quelque chose de fort en France, elles se vident. Et donc, tout ce qui fabriquait du nous avant, qui arrivait à créer du lien, de la cohésion, on a quelque chose où il y a un délitement de tout ça, et donc on se retrouve individu un peu seul et atomisé, et puis on a une pression un peu liée à l'économie mondialisée, etc., où il faut se prendre en main, il faut être entrepreneur de soi-même. Et donc on se replie sur des gens qui nous ressemblent, mais du coup on a une fragmentation, une multitude de petites communautés, et donc d'îles, pour reprendre l'image de l'archipel. Et alors on pourrait dire, mais c'est très bien, c'est quoi le problème? Voilà, chacun son île, et puis pourquoi vous nous prenez la tête à vouloir nous mélanger? On est bien, c'est naturel de s'entourer de gens qui nous ressemblent. C'est quelque chose... Moi, je ne crois pas que l'entre-soi, ça soit quelque chose à condamner. C'est normal d'être dans l'entre-soi. C'est un truc humain, animal même, de s'entourer de gens, c'est sécurisant. Mais si on pousse ça à l'excès et si on n'est que là-dedans, ce qui est la tendance actuelle, pour moi, c'est dangereux parce que ça développe l'intolérance. On a un bon exemple récent, c'est celui des Gilets jaunes, où on a une partie de la France, pour faire schématique, rapide, qui sont le classe moyenne inférieure, qui vivent en périurbain, voilà, qui ont été sortis qui sont allés plus loin pour prendre une maison, etc. Et qu'on a zappé. Ce sont des gens qui gagnent entre 1 000 et 2 000 euros, qui payent des impôts comme tout le monde, dont les services publics disparaissent parce qu'ils sont loin, etc. On va pas dire on va pas mettre une école, on va pas mettre un hôpital. Et qui ont fait sécession finalement. Et à un moment, ils reviennent dans le devant de la scène en se disant vous nous avez oubliés, vous nous avez zappés, vous nous avez pris de haut. Et la discussion est difficile. Et on voit de la violence, c'est trop tard. C'est-à-dire il y a un truc de... c'est ça qui est difficile à percuter, c'est que c'est visible quand c'est trop tard, les conséquences du non-vivre ensemble. Et donc on peut dire attention... Il faut quand même veiller à recréer du lien et tout, mais on dit ok, on verra. Et puis quand ça pète, et ben là c'est compliqué. Allez parler avec les 10 000 ou 20 000 là j'ai les jeunes qui sont super fâchés, qui veulent tout casser. Et il y a quelque chose, ils ont clippé, ils ont franchi un cap où ça va être très dur de retisser du lien. Et donc ça peut amener à de la violence, à de l'intolérance. On sait que, si je prends notre exemple, dans certains quartiers, il y a une tendance de radicalisation. Quand quelqu'un est convaincu que la loi du Coran est supérieure à la loi de la République, c'est très difficile de revenir en arrière et de lui dire bah non, en fait, il y a la France, etc. Et donc ça, c'est des risques. Et une fois qu'il y a ça, il y a des risques de violence, d'incompréhension, d'incapacité à dialoguer et à écouter l'autre. Et c'est quelque chose qu'il faut anticiper et qui nécessite de fabriquer du nous. Pour toi, la radicalisation, c'est une des conséquences de la faiblesse du vivre ensemble. Oui, alors c'est pas la seule cause, mais c'est la radicalisation, c'est
à un moment des personnes qui sont en situation de vulnérabilité et qui adhèrent à un récit qui leur semble fort et qui leur donne de la force et qui, faute de récit alternatif, on est dans une espèce de compétition narrative, quoi, hein. Il y a une battle de story pour parler jeunes. Les jeunes, il y a des histoires, des récits qui sont. On est dans un moment où les gens sont vulnérables, pour reprendre ton mot, parce qu'ils n'ont plus de lien fort avec quelque chose de plus grand qu'eux. Et du coup, c'est propice à embarquer dans tel ou tel récit qui sont sur le marché des histoires. Et ça aussi, c'est un point. Dans toutes les fractures sociales, fractures territoriales, etc., il y a aussi une fracture narrative, c'est-à-dire qu'on se raconte de moins en moins la même histoire de l'avenir. Alors, encore une fois, avant, on ne se racontait pas forcément tous la même histoire, mais il y avait 2-3 grandes histoires. Là, il y en a une foultitude, et c'est compliqué de se projeter ensemble vers l'avenir, donc de construire du commun, si on ne se raconte pas un début d'histoire qui fait du lien. Donc, on a eu un bel exemple ces derniers mois sur cette fracture narrative, autour de cette belle expression qui était fin du mois et fin du monde. Ouais. Voilà, entre des personnes qui se battaient pour la fin du mois et puis d'autres qui étaient plus à se projeter sur l'effondrement. Ils ne se racontent pas la même histoire. Et donc, comment on recrée des liens? Comment on réconcilie ça? Comment on dépasse ça? Parce que depuis le début de la discussion, on est un peu en mode ça va pas, mais c'est tout l'enjeu, c'est de trouver, et on va parler des réponses, et des projets, des idées, comment on arrive à dépasser ces fractures et à résorber, et à recréer du lien. Ça, c'est des choses, ce sont des choses qui sont possibles et qui sont à travailler. Ouais. On va en parler. Avant justement de revenir sur le récit, parce que je trouve que c'est un peu central, juste sur les gilets jaunes et cette colère, est-ce que tu penses, parce que moi tu parlais de syndicats notamment, je ne pense pas qu'il y a un manque d'écoute à tous les niveaux, ce qui fait que une des initiatives des Gilets jaunes, c'est de se retrouver sur les ronds-points, donc il y a aussi peut-être l'envie de lien social, de se retrouver, mais cette colère, est-ce qu'elle pourrait pas être évitée justement si on avait davantage de corps intermédiaires ou des corps intermédiaires plus efficaces, comme un renouveau du syndicalisme, ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire bien ancrés dans les territoires, comme des associations qui créent du lien social, du dialogue et de l'écoute? Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis, je trouve. Il y a l'importance d'écouter vraiment, et puis il y a le rôle des corps intermédiaires. Sur le premier point, le manque d'écoute, c'est un point central, c'est-à-dire chacun veut qu'on l'écoute, mais personne ne veut entendre les autres. Donc on est sur une espèce de surenchère de gens qui expriment des choses. Ils disent je suis pas entendu, mais on fait pas l'effort d'entendre ce que disent les autres. Et ça s'appelle l'empathie. Et c'est quelque chose, c'est sûrement une des qualités les plus importantes dans le monde actuel, de développer ça et de commencer dès l'école, de développer l'empathie, la capacité à écouter l'autre et à se mettre dans la posture de l'autre. Moi, j'aime beaucoup une phrase d'un évêque qui était l'évêque d'Oran, qui s'appelait Monseigneur Claverie, qui malheureusement a été assassiné par des terroristes en 1996 pendant la décennie noire en Algérie, et qui disait « L'autre est porteur d'une part de vérité qui me manque ». Donc chez l'autre, il y a toujours un bout de chose que j'ai pas et qui est un truc vrai qui va m'aider à grandir. Et donc ça aussi, c'est être convaincu de ça et arriver à faire passer ça en disant moi je suis président de la République, peut-être que ces gilets jaunes ils ont une part de vérité que je dois écouter, et inversement peut-être que le président il faut que j'écoute un peu ce qu'il a à dire, et là on est plutôt sur un affrontement de voix qui veulent se faire entendre mais qui veulent pas écouter. Donc il y a un paradoxe, c'est écoute-moi mais moi je t'écoute pas. C'est une posture, c'est une hygiène de vie de se dire l'autre est porteur d'une part de vérité qui me manque. Je vous incite tous à adopter vraiment, à essayer de... Moi ça a changé ma vie cette phrase, c'est-à dire à un moment tu te dis oui c'est vrai, du coup quand on écoute les gens, n'importe qui, on se dit tiens il a peut-être quelque chose sans préjugés à m'apporter. Et ça c'est des choses qui manquent beaucoup en France, peut-être encore plus qu'ailleurs. Il y a eu beaucoup de travaux sur, en France, la société de défiance. Donc, on ne se fait pas confiance. Donc, on ne s'écoute pas. On voit que sur des sujets qui cristallisent le débat, par exemple, récemment, la décathlon, le voile, c'est un affrontement passionnel. On n'écoute plus les gens et on n'écoute même pas les premières personnes concernées, les femmes voilées, pour savoir qu'est-ce qui se passe là, etc. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point sur les corps intermédiaires, oui, avec un enjeu de, comme dit Edgar Morin, de métamorphose des corps intermédiaires, c'est-à-dire aujourd'hui,
ces corps intermédiaires, il faut qu'ils ressemblent plus à la société. Si on veut parler au nom de la société, comprendre ses problèmes, eh ben, il faut qu'on soit... Comment on peut changer une société à laquelle on ne ressemble pas donc c'est vrai pour l'économie sociale et solidaire, dans ses instances dirigeantes, il faut que ce soit plus divers, plus féminin, etc. C'est vrai dans les syndicats qui aujourd'hui, je crois que c'est 8% des salariés qui sont syndiqués et 5% ou 4% dans le privé. Et donc, comment on crée les conditions pour que ça devienne plus massif et plus représentatif d'une diversité, parce que sinon, il y a toujours l'enjeu d'être une corporation qui défend son bout de gras. Et donc, il ne faut pas idéaliser les corps intermédiaires, ce n'est pas la solution miracle, c'est indispensable, mais il faut aussi s'interroger sur comment ces corps intermédiaires peuvent se transformer eux-mêmes pour être plus en phase avec la société et faire ce travail d'intermédiation qui est dans leur titre et qui est indispensable. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas vivre avec juste un président roi soleil et puis des individus éparpillés. Ça, c'est pas mature, c'est une vision infantile de la démocratie. Ça peut pas marcher. Ouais. Et du coup, comment adhérer à un récit qui ne correspond pas à la réalité, qui a un petit peu été construit sans écoute, et du coup qui correspond peut-être à un mensonge pour ceux qui choisissent d'autres voies, d'autres idéaux. Du coup, je voulais qu'on se concentre un petit peu sur comment est-ce qu'on peut créer ce nouveau récit, comment est-ce qu'on peut y travailler dès maintenant, est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il faut permettre à chacun de se raconter, comment on peut s'y mettre dès maintenant? C'est la question centrale. Donc évidemment, il n'y a pas de réponse miracle. D'abord dire, comment dire, il y aura pas, je crois pas qu'il y ait un seul récit d'un coup qui sorte, pensé en chambre par quelques énarques intelligents. C'est quelque chose de foisonnant, de multiple et qui va émerger progressivement. Donc, Frédéric Dunoult, ça vise à accélérer l'émergence de ces récits. Voilà, il n'y a pas le grand récit qui naît comme ça par une révélation divine. Donc c'est quelque chose de foisonnant et qui va prendre du temps. Comme tous les renouvellements idéologiques, ça prend du temps, ça se travaille, etc. avec le corps social. Ça se travaille avec les individus, avec les gens, à hauteur d'homme. Le constat qu'on fait, c'est que c'est assez frappant. Tous les mots qui tournent autour du vivre ensemble aujourd'hui sont un peu cramés, démonétisés. Donc le vivre ensemble, on voit bien que c'est un mot qui parfois irrite même. Ah, marre du vivre ensemble, etc. La mixité, ça fait peur ou machin. L'intégration, la politique de la ville, tous ces mots qui sont porteurs d'actes de recréation de cohésion sociale, de lien social, ils marchent plus. Et ça, c'est révélateur d'une histoire qui a plus les bons termes pour les bons imaginaires. Donc, il faut réinventer les termes et les imaginaires. Et ça, il faut le faire en écoutant aussi les gens, en travaillant avec eux. Et c'est eux qui vont ramener par leur vécu. Je crois que toi, Rudy, tu aimes bien parler de l'expertise du vécu ou des individus. Voilà, c'est eux qui vivent les choses. Et notre rôle, c'est aussi de les entendre, de les confronter, de faire émerger. Chacun expert de son quotidien, quoi. Chacun expert de son quotidien, magnifique. Et de faire émerger ces nouveaux récits. Si je fais une métaphore, comment il y a le roman, le nouveau roman du Vivre Ensemble qui est à écrire. Peut-être qu'on peut commencer déjà par faire un recueil de nouvelles, c'est-à-dire plusieurs petites histoires qui vont porter une pulsion de fabrication du nous et qui mis bout à bout, vont pouvoir raconter quelque chose. Par exemple, moi j'aime bien l'histoire qui consiste à dire que aucun territoire n'est au bout de son histoire. C'est-à-dire même le territoire le plus en difficulté, il a une capacité à se réinventer, à refabriquer du nous localement, mais aussi à se reconnecter à toute la nation. Il y a des exemples très intéressants qui sont plus ou moins connus. Donc dans l'économie sociale et solidaire, on connaît bien un roman sur Isère, toute l'histoire autour de l'industrie de la chaussure, du groupe Archer qui relance cette activité et qui remobilise les citoyens dans la création d'activités économiques locales non délocalisables. Moi, j'aime beaucoup aussi l'histoire de Grande-Sainte, qui est moins connue. Je vais en dire un mot peut-être. Bah oui, tu peux raconter carrément cette histoire. Ouais. Donc Grande-Sainte, c'est une petite ville de 20-30 000 habitants qui est collée à Dunkerque, qui était à la base une ville dortoir, qui est une ville pauvre, qui est une ville qui a été construite pour loger les salariés des grandes industries sidérurgiques, etc., qui sont autour. Donc il faut imaginer le truc, on est en bord de mer, il y a 15 sites industriels à risque, il y a une centrale nucléaire, et au milieu, on a fait des dortoirs pour loger des ouvriers, des opérateurs, etc. Donc ça part mal dans la vie. Ouais. Et donc c'est une ville pauvre aujourd'hui, c'est une ville qui a 30% de pauvres, 30% de chômeurs, etc. Mais le maire, depuis 20 ans, avec
les services, avec les habitants. Et ben, c'est un fou furieux, il s'appelle Damien Carême, et il s'est mis dans l'idée de se dire il n'y a pas de fatalité. En fait, je peux me dire c'est foutu, on peut rien faire, etc. Et donc il y a une forme de résilience. Et il s'est dit c'est quoi l'histoire que je vais raconter qui va embarquer mes habitants et le territoire aussi, et au-delà faire exemple pour me dire, voilà, a priori, je pars avec du plomb dans les jambes, mais il a eu depuis 20 ans, il travaille sur la transition écologique pour en faire un axe fort de ce territoire qui est l'anti-écologie, quoi, voilà, des sites industriels. Donc, et ça marche, c'est-à-dire que, pour faire vite, par exemple, il a été élu capitale nationale de la biodiversité, c'est-à-dire qu'il a vachement investi le développement d'espaces verts, de jardins partagés. À Grande-Synthe, tous les habitants sont au moins de 300 mètres d'un espace vert, par exemple. Ça, c'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent dire ça. Il y a plein de jardins partagés, les cantines sont 100% bio, les logements sont basse consommation et écologiquement responsables. Il y a les transports gratuits. Donc il a investi, en fait, grâce aussi à l'argent des industries autour, au lieu de se dire bon, on va rien faire, il a transformé sa ville pour offrir une qualité de vie supérieure, une qualité de vie qu'on pourrait appeler bobo, pour des habitants qui sont plutôt pauvres, et il démontre que il n'y a pas de fatalité, et qu'on peut transformer un territoire par la résilience, par la mobilisation, par la vision. Et en faisant ça, il se raccroche, il empêche le décrochage. Et donc on connaît Loussangoël aussi, ancien bassin minier, devenu une ville modèle sur la transition écologique. Et, il se passe des choses très intéressantes aussi au Mureau, qui est une petite ville d'Île-de-France qui est entourée par des grandes entreprises. Bon, il y a plein de territoires où il y a des gens qui se disent mais il n'y a pas de fatalité, on peut se bouger. Et donc ça, je parlais de mon recueil de nouvelles, c'est un type c'est se dire aucun territoire n'est au bout de son histoire, et comment on les accompagne dans cette capacité à réinventer un récit. Et plutôt que faire du top-down où on va dire l'État a décidé que, et on vous met des trucs, c'est partant de leur force, de leur génie. On dit allez, on va construire quelque chose d'ambitieux et pas cheap. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler et qu'il faut soutenir de manière financière. Et par exemple, renforçons l'action contre l'évasion fiscale. On sait aujourd'hui, il y a des travaux très récents, notamment d'un chercheur qui s'appelle Gabriel Zuckman, et qui est professeur à Berkeley et meilleur économiste de France l'année dernière, et qui est quelqu'un de très sérieux. Et il a montré qu'il y avait 20 milliards à récupérer de l'évasion fiscale par an, et 10 milliards sur de la fraude fiscale des individus, et 11 milliards sur les multinationales. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais on va dire 10 milliards de fraude fiscale pure. Et il y a une histoire à raconter, consiste à dire ces 10 milliards-là, qui est de l'argent hors sol, qui est de l'argent hors la loi. Et si on fléchait tout sur ces territoires, ces petits et moyens territoires qui veulent se réinventer, là où vivent les habitants les plus sédentaires, les plus éloignés de la Startup Nation. Et on recrée un lien, finalement, une histoire en disant l'argent hors la loi, c'est un récit de justice sociale, en fait. On l'investit sur les petits et moyens territoires, les territoires périphériques, ceux qui sont victimes, justement, de la mondialisation, du libéralisme, pour les aider à se réinventer et aller de l'avant. Et ça, je trouve que c'est une idée intéressante et qu'il faut défendre et qu'il faut pousser. On y travaille avec à la fois des acteurs spécialistes de l'évasion fiscale et des acteurs de l'économie territoriale, l'économie sociale et solidaire. Alors, on a besoin d'histoire, on a besoin de recréer du lien entre des choses qui sont décloisonnées. Mais voilà, que cet argent qui correspond aux dérives de la finance soit investi au service de ceux qui en souffrent le plus, mais pas en mode je mets de l'eau dans le sable, mes pauvres enfants, je vais vous sauver, plutôt en mode j'ai un projet de territoire fort et on va le soutenir, on va investir, et ça peut être intéressant comme démarche. Ok, donc ça c'est un des chantiers de la Fabrique du Nou, c'est aucun territoire n'est au bout de son histoire, périphérie d'aujourd'hui, centre de demain. Et juste pour revenir sur, c'est des habitants qui disent qu'il n'y a pas de fatalité. Mais d'où ça vient? Comment est-ce que, évidemment tu parles du maire, mais c'est évidemment pas lui qui a fait tout seul, comment est-ce que collectivement on a pu se dire, alors qu'on est quand même dans un quotidien où on voit que la fatalité, et donc c'est très difficile de s'en extraire, comment on a pu se dire collectivement, effectivement, il n'y a pas de fatalité, on va faire autre chose. Ce que je constate, moi, c'est qu'il y a toujours à un moment quelqu'un ou quelqu'une qui fait déclic et qui donne
l'inspiration initiale, qui crée une dynamique. Donc là, en l'occurrence, c'était le maire, mais le maire, il a été inspiré par son père, il a été inspiré par d'autres gens, et puis lui, il le raconte très bien. Ce qu'il a fait, il a eu cette envie, un moment, et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est beaucoup baladé en Europe et ailleurs pour voir des expériences de transition écologique sur des territoires, et ça l'a vachement nourri. Il s'est dit, ah bah tiens, ça je vais le faire chez moi. Donc la rencontre, on en revient l'un des fondements du nous. S'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de nous. Donc il faut se rencontrer, il faut aller voir. Et c'est la rencontre qui crée le déclic, l'inspiration. Donc ça, donc je crois beaucoup, moi, à ce qu'on a. Alors je vais le dire en français, les voyages apprenants, les learning tours, où on va aller se voir ce qui se passe ailleurs, et on va découvrir, on va se nourrir de ça, et ça va donner des déclics qui vont nous donner à la fois la pêche et puis la bonne idée ensuite à mettre en place sur son territoire. Ça c'est un point. L'autre point aussi, je constate, pour avoir beaucoup baroudé sur différents territoires en France, le changement de regard. C'est-à-dire, à un moment, quand vous êtes sur un territoire qui est en difficulté, on vous a bassiné sur le fait que vous habitiez une cité, une campagne pourrie, etc. Et donc, vous avez intériorisé une image négative de votre territoire. À un moment, il y a besoin de gens qui sont extérieurs, qui viennent et qui vous disent, mais regarde tes ressources. Ok, il y a tous ces manques, mais parlons des ressources et pas des manques. Et regarde, il y a tel asso qui fait un travail formidable, il y a tel prof qui est super motivé, il y a telle entreprise qui se bouge. Donc faire prendre conscience aux gens de leurs ressources et les rendre visibles pour reconstruire quelque chose de positif, ça on ne peut pas le faire tout seul. Et souvent, même soi, on a du mal à voir ses qualités, on se focalise plus sur ses défauts, on a besoin d'un regard extérieur qui renvoie une image en disant, mais je crois beaucoup à ça aussi, à changer de regard en disant, il faut juste que je change mes lunettes. Et voilà, si je prends l'exemple de Grande-Synthe ou de Loussangoël, ancien bassin minier qui ferme. Si on regarde en se disant il n'y a plus de mines, il n'y a que de la pollution autour, j'ai rien, on ne fait rien. Et donc à un moment, c'est comment il s'est dit, plutôt il y a une capacité d'investissement liée à la taxe de toutes les entreprises. Qu'est-ce que j'en fais et pourquoi je ne mettrais pas ça au service d'un modèle de transformation écologique? Et il y a un changement de regard qui est fondamental et qu'il faut réussir à faire. Et je pense que là, il y a besoin aussi d'être accompagné, d'avoir des regards extérieurs. Nous, on va essayer d'y contribuer pour dire, mais les gars, vous avez un truc génial. Et après, quand même, de la méthode et des moyens financiers, parce que ça aussi, c'est quand même important, c'est le nerf de la guerre. Il faut un minimum de moyens financiers mais des moyens financiers qui ne soient pas déjà fléchés. Et ça, on a encore un peu de mal en France. Il y a des lignes, il y a des financements, mais c'est toujours fléché sur des choses très précises, dans des cases. Il faut apprendre à faire confiance aux gens en disant, voilà, on a des grandes lignes de ce que tu dois faire et on te fait confiance pour construire le bon projet qui correspond à la réalité du territoire pour faire. Et quand tu parles justement de l'image d'un territoire, là on est à Saint-Denis, il se trouve que je suis né à Saint-Denis et je me rappelle très bien de l'image que j'avais de mon quartier, de mon territoire, du 93, tel qu'il était véhiculé par les médias. Et du coup, ça conditionne aussi ta propre image de toi-même. Donc, quand je suis arrivé à Paris au lycée, moi, j'étais le mec du 93. Et donc, je tenais le rôle du mec de 93. Donc, je faisais un peu de hip-hop, etc. Donc, ça, c'est pour l'anecdote, c'est rigolo. Mais je pense que si d'autres, comme moi, avaient une autre image de leur territoire, peut-être qu'on ferait d'autres initiatives, qu'on porterait, on se valoriserait et puis on entreprendrait. Je pense que les médias ont un rôle important à jouer là-dedans. Oui, donc les médias jouent un rôle important. Les médias, c'est des fabricants d'histoires par excellence. C'est eux qui racontent l'essentiel des histoires. Alors les médias et maintenant les réseaux sociaux. Donc évidemment qu'il faut travailler et nous on va chercher à faire des partenariats avec des médias pour montrer d'autres histoires, d'autres récits, des réponses à ces fractures. Et ça passe par les médias. Ça passe par les médias, les réseaux sociaux et l'école, qui est aussi le lieu où on construit les citoyens. Et du coup, un des principaux chantiers de la fabrique du nous que tu as identifié, c'est justement l'éducation. Oui, à l'école, c'est la première fabrique du nous. Donc c'est là où on construit fondamentalement le nous. Tous les enfants y vont, etc. Et aujourd'hui, les constats, c'est plutôt que l'école détruit du nous plus qu'elle n'en fabrique. Alors c'est pas la faute des profs, c'est pas la faute c'est un problème systémique, mais les inégalités se créent dès le départ, dès l'école, dès la maternelle, et on part dès le départ avec un jeu qui est vicié, et les pauvres vont rester pauvres, les riches vont rester riches, les opportunités vont aller à ceux qui ont déjà les opportunités, et donc il y a une grande révolution à faire au niveau de l'école. C'est très facile à dire, mais c'était très dur à faire.
pour faire que ça redevienne une fabrique du nous et qui permette à chacun d'accéder aux mêmes opportunités, qui permette à chacun de prendre en main sa destinée. En prenant un sujet, la mixité sociale à l'école, un sujet difficile, donc on voit bien qu'il y a, je crois, une centaine ou 200 collèges ou écoles qui sont vraiment des ghettos et qui sont les lieux de ségrégation et d'exclusion où se fabriquent l'exclusion et la pauvreté de demain. Des écoles qui vont bien et qui sont très riches ou qui marchent bien pour les enfants favorisés, comment on fait pour mélanger ça? Alors, il y a une expérience en cours à Paris sur des collèges, il y a 6 collèges 18e, 19e, où il y a des collèges favorisés, des collèges moins favorisés. Ils essaient de travailler tous ensemble et avec les parents pour faire plus de mixité. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est co-construit, c'est pas quelque chose qui s'impose. Et les premiers résultats, avec un travail de recherche, d'évaluation autour, montrent qu'il y a que ça marche, c'est-à-dire qu'il y a plus de mixité, et puis qu'en même temps, ça n'affecte pas les résultats des élèves, des bons élèves, etc. Et même, ça met en avant quelque chose que je trouve fondamental, qui est de dire, c'est aussi l'intérêt des bons élèves, des bonnes familles, etc., d'être dans la mixité, parce que ça leur permet de développer des compétences sociales, ça leur permet de développer des capacités qui, demain, dans le monde du travail, pourront être utiles, parce que le monde du travail, tu te retrouves avec des gens très différents. Et donc, mettre en avant aussi l'intérêt à faire de la mixité, à faire du vivre ensemble, je pense que c'est quelque chose d'important, qu'on ne dit pas assez. Donc, peut-être que tous ceux qui sont les porteurs de cette idée de vivre ensemble, dont je fais partie, mettent trop en avant des bons sentiments. Donc, le vivre ensemble des bons sentiments, moi, je pense qu'il faut aussi un vivre ensemble des bons intérêts, des intérêts bien compris pour chacun, où on se dit, c'est aussi mon intérêt. Et finalement, s'il se retrouve avec des gens différents, peut-être que demain, ça va l'armer. Il va développer des capacités d'écoute, de tolérance qui, sur le marché de l'emploi, peuvent être utiles et dans la vie en général, peuvent être utiles. Si on grandit qu'avec des gens pareils, qui se ressemblent, etc., c'est mécanique et c'est prouvé. On ne développe pas les capacités d'empathie, d'écoute, d'altérité, on devient intolérant. Et donc, ça limite ses capacités sociales à entreprendre, à entraîner, à comprendre le monde qui est complexe. Et ça, il faut le mettre en avant. Mais ça, c'est un exemple. Mais tu parles de chantier, tout ça, c'est des chantiers. Et il faut construire les nouvelles réponses, les nouvelles solutions. En France, il y a un organisme qui s'appelle le CNESCO qui a fait un travail remarquable sur la mixité sociale. Donc, je vous invite à aller voir, avec un benchmark mondial et en France, des bonnes initiatives qui marchent et des propositions et des enseignements sur ce qu'il faut faire. Donc, quand on voit ça, quand on se plonge là-dedans, on comprend bien que c'est pas en un claquement de doigts qu'on va rétablir. Mais il faut déjà en faire un sujet, se dire à l'école on fabrique plus du nous et c'est là qu'il faut réinvestir et trouver des voies pour que ça marche. Et ça concerne tout le monde. Et ça renverse complètement le prisme, c'est-à-dire que développer l'empathie des bonnes familles, des classes favorisées, comme tu dis, ça permet de créer du lien, créer du nous. Du coup, on n'est plus du tout dans le prisme où on va favoriser les classes défavorisées, on va aider les pauvres. Là, on peut fabriquer du nous dans le 7e arrondissement, finalement. Oui, c'est ça. Et c'est aussi comment on met tout le monde au même niveau. Il faut sortir aussi on va sauver telle personne, les pauvres, les petits-enfants, etc. Personne ne va sauver personne. Et la relation, elle peut s'établir bien que si on est sur un niveau d'égalité, de fraternité, si vous employez le mot de la devise nationale. Et donc, pour mettre les gens à un niveau d'égalité, il y a juste une penseure, s'appelle Réjeanne Sénac, qui dit que la fraternité, c'est déjà excluant parce qu'on parle de frères. Et excluant, pourquoi ? Parce que les sœurs. Alors, la sororité et la fraternité. Voilà. Mais c'est dans les deux cas, fraternité ou sororité, il y a l'idée d'être au même niveau et de s'apporter réciproquement. C'est pas la compassion, c'est quelque chose de fraternel. Voilà. Et donc mettre les gens au même niveau et sortir de l'idée aussi qu'on va sauver les pauvres. Les pauvres n'ont pas besoin d'être sauvés. Les pauvres ont besoin qu'on les laisse développer leurs capacités et leur prendre en main leur destin. Alors, j'aime beaucoup, moi, la phrase de Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, inventeur du microcrédit, qui dit vous prenez un bonsaï, vous prenez le bonsaï qui est dans un pot, vous l'enlevez du pot, vous le mettez sur un grand terrain fertile avec plein de houmous et tout, vous avez la même pousse fait un séquoia de 20 mètres ou 30 mètres. Et donc il dit le problème, c'est pas la pousse, c'est le pot. Il dit les pauvres, c'est pareil, c'est qu'ils sont dans un petit pot et du coup ils peuvent pas
développer leurs capacités, etc. Donc mettez-leur dans un environnement propice et ils développeront leurs capacités. Et microcrédit, c'est une façon d'élargir le pot. C'est comme ça mais je trouve ça intéressant de décentrer de la personne en disant c'est sur l'environnement qu'il faut arroser, irriguer, et les personnes peuvent révéler leurs capacités, et peut-être qu'on peut réussir à arrêter de gaspiller des talents, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec beaucoup de gens qui ont des talents, des compétences, et on les enferme dans des cases d'assistés, de RSA, de pauvres, qui les empêchent finalement dans le mauvais pot. Et ça aussi, c'est un enjeu du nous. C'est changer de regard sur la façon dont on appréhende l'action sociale, la pauvreté, et être dans quelque chose de beaucoup plus positif. On va aider les gens à développer leurs capacités plutôt que venir les sauver par je ne sais quelle solution miracle. Un autre sujet qui nous paraît important pour fabriquer du nous, et qui est même le socle, enfin la mère des batailles du nous, si on peut dire, c'est la langue et la maîtrise de la langue française. C'est-à-dire, si on ne se comprend pas, si on n'arrive pas à se parler, à écrire de manière intelligible, c'est impossible d'interagir et de faire ensemble. Et aujourd'hui, c'est quand même un sujet en France, la maîtrise du français, alors qui est trop abordé à mon goût de manière un peu, entre guillemets, réac, en disant « Ah, ils savent pas parler français, etc. » Alors que la maîtrise de la langue, c'est vraiment une arme d'émancipation. C'est quelque chose qui te permet si tu maîtrises pas le français, tu peux pas maîtriser ton destin. Donc il faut développer ça, et puis c'est quelque chose qui fait liant. Une langue, ça porte des valeurs, ça porte une histoire. Camus disait la langue française, c'est ma patrie. Il y a quelque chose c'est un commun. Et aujourd'hui, tu as 100 000 gamins qui rentrent en 6e sans maîtriser le socle de lire, écrire, etc. Tu as des réfugiés, des migrants qui, faute de maîtriser la langue, peuvent pas s'intégrer dans la société. Donc on leur met des cours, mais il faut aller beaucoup plus loin. Tu as des jeunes qui n'ont pas assez de mots et qui du coup vont dans la violence, mais ça concerne pas que ces personnes-là. Je crois que c'est 3/4, il y a une enquête là qui est sortie de Becherel qui a fait une enquête, 3/4 des actifs font des erreurs de français aujourd'hui, donc ça concerne tout le monde. Et on milite, nous, pour que la maîtrise du français, en tant que outil de liant et puis de socle du commun, soit aussi une grande cause. Alors, on a la grande cause qui est l'égalité femmes-hommes de ce quinquennat, et on propose que la maîtrise du français soit aussi une grande cause nationale qui mobilise tout le monde, et pourquoi pas faire de la fête du 14 juillet, qui est la fête nationale, symbole d'union, aussi la fête de la langue française, comme on a la fête de la musique, pour imaginer que ce 14 juillet, il se passe plein de trucs partout en France de manière festive, des ateliers d'écriture rock'n'roll, des cours d'éloquence festifs, des cours d'alphabétisation ludique, je sais pas, mais une grande fête populaire où on célèbre ce qui nous relie, qui est la langue, et on le partage avec tous. Et on en fait quelque chose de positif. Et voilà, on ne le sait pas, mais il y a 2,5 millions de personnes qui sont en situation d'illettrisme en France, qui ont pourtant été scolarisées, qui sont passées par l'école. Aujourd'hui, les gens qui sont en situation ont honte, on renvoie quelque chose, on n'ose pas le dire, etc. Donc il faut plutôt tourner ça en positif et en dire c'est vachement bien de vouloir progresser, de vouloir avoir ce socle. Et je trouve que c'est un enjeu politique, c'est pas juste un enjeu, parce qu'il y a, comme dans tous les sujets en France, il y a une agence qui fait des trucs, il y a toujours des cases, des dispositifs, mais je trouve que c'est quelque chose que, en particulier, le président de la République devrait prendre à bras le corps et en faire un sujet d'union. Il a fait sa campagne en disant « libérer, protéger ». Emmanuel Macron, et l'année dernière il a rajouté unir, libérer, protéger, unir. Et je pense que la langue française c'est un excellent liant national qu'il faut davantage mettre en avant. Voilà. Et donc on a compris qu'il y avait différents chantiers. Ouais, il y a différentes histoires à raconter et à nourrir. Voilà, dans la fabrique du nous, et il y en a un particulièrement sur lequel je voulais qu'on insiste finalement, c'est ce baromètre du vivre séparé que tu as envie de lancer, donc qui mesurait le vivre séparé en France. Pourquoi pas un baromètre du vivre ensemble alors du coup? Alors moi j'aime bien cette idée du vivre séparé, c'est aussi une histoire qu'on a envie de raconter, parce que justement
le mot vivre ensemble, il est un peu démonétisé et on se dit vivre ensemble, ça va, on pense tout de suite à des trucs un peu gentils, kermesse et tout ça. Et vivre séparé, c'est quelque chose d'un peu plus frais, et ça percute davantage en se disant ah bah tiens oui, le vivre séparé, qu'est-ce que ça veut dire et une idée qui nous tient à cœur, c'est de montrer que le vivre séparé, ça coûte cher et ça marche moins bien. Donc là aussi, dans l'idée de faire une vision anti-bisounours, qui est ce qu'on entend souvent sur le vivre ensemble, c'est d'être sur quelque chose d'assez terre à terre et de se dire mais les gars, vous n'êtes pas convaincus par le vivre ensemble et vous savez que le vivre séparé, ça coûte cher et ça marche moins bien. Ça coûte cher, quelques chiffres, le décrochage scolaire par exemple, qui est une traduction du vivre séparé parce qu'on met des gens dans des ghettos et du coup ils décrochent. Le décrochage scolaire est corrélé à la fracture territoriale. Un décrocheur, ça coûte 230 000 € à l'échelle d'une vie par jeune. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'éducation nationale. Et donc ça fait 30 milliards de dettes qui sont contractées par an par l'État. Évidemment, c'est pas dans un seul tuyau, donc c'est pas visible. C'est que le coût du vivre séparé, il est pas visible. Donc il faut le rendre visible. Mais 230 000 € par jeune décrocheur, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça fait des impôts. Donc ça te concerne, ça me concerne. Peut-être que cet argent, on peut en faire autre chose. Les discriminations qui sont une traduction de la peur de l'autre. Tu me ressembles pas, tu es immigré, tu es une personne handicapée, etc. J'ai pas envie de te voir dans mon entreprise. Donc ça, on est vraiment dans un truc du vivre séparé. De mémoire, c'est 150 milliards d'euros sur 20 ans de coûts, de manque à gagner en termes de PIB et de croissance économique. Et ça, c'est France Stratégie qui est l'outil de réflexion du gouvernement. Donc, ce n'est pas des gauchistes, ce n'est pas des gens militants. C'est un travail très, très... Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur le site qui date de 2 ans. Donc, ça coûte une blinde, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Et après, si on descend là-dedans, on voit aussi que il y a des partis pris dans la façon de prendre un certain nombre de problèmes qui coûtent cher. Et notamment tout ce qui concerne les personnes un peu fragiles ou vulnérables, quel que soit le nom qu'on leur donne. Personnes âgées dépendantes, personnes handicapées, sans-abri. Ou, pour avoir travaillé sur ces différents sujets, on constate qu'il y a un fil rouge commun qui est de dire, pour traiter et apporter des réponses aux besoins de ces personnes, on va les prendre, on va les séparer de la société, on va les mettre dans des centres dédiés, un peu fermés. On va payer plein de gens qui vont s'occuper d'eux et on va leur dire ce qui est bon pour eux. Je caricature, mais on va les mettre sous tutelle et on oublie que c'est des personnes qui ont des droits, des envies, des projets de vie. Et ça, ça marche pas forcément super bien si on voit tout ce qui se passe dans les EHPAD ou même dans le monde du handicap. Et montrer que... Ça m'a fait penser à une prison quand tu as parlé. C'est des formes de prison. Évidemment qu'il y a des... que je vais vite, là je schématise, qu'il y a des très bonnes intentions derrière, parce qu'en France on met beaucoup d'argent, mais les partis pris font que je ne suis pas sûr qu'on épanouisse les personnes et que ça soit une qualité de vie et qu'on regarde ce que font d'autres pays d'Europe proches, on voit qu'ils procèdent autrement et qu'ils ont des solutions qui sont plus basées sur le vivre ensemble, c'est-à-dire l'intégration dans la vie de la cité, le lien avec les autres, la non-ghettoisation, le respect des choix et des envies des personnes, même si elles sont handicapées, âgées, dépendantes, etc. Le mélange, ça coûte moins cher et ça marche mieux. Et ça, il faut travailler là-dessus. Alors, peut-être un baromètre peut y contribuer, essayer de rendre ça intelligible, visible et chiffré, à la fois en termes de coûts et d'impact, comme on dit, pour montrer que c'est plus bénéfique, que la fraternité, ça rapporte plus et ça marche mieux. Donc pourquoi on s'en prive? Un exemple, moi, qui me vient, que je trouve intéressant, c'est Simon de Sirène, qui est une initiative... entreprise sociale qui construit des maisons partagées pour des personnes qui mixent personnes handicapées, alors notamment des personnes qui ont eu un accident de voiture et autres, avec des personnes dites valides. Et donc, c'est des petites maisons où il y a des communautés de vie qui se créent entre valides et handicapés, avec quelques personnes handicapées, personnes valides et des aides, parce qu'évidemment qu'il faut des auxiliaires de vie, des aides, etc. Et donc, au lieu d'aller dans des centres fermés, dédiés, avec plein de gens pareils, etc., ils font des petites communautés comme ça. Et aujourd'hui, ils vont bientôt avoir 1000 personnes handicapées à travers différentes maisons. Ça crée 400 emplois. Et ça marche très bien. Et ça coûte moins cher que faire des grands centres. Et on mise sur quelque chose qui est
qui est le lien, en fait, la rencontre avec l'autre, l'altérité, où il se passe quelque chose et ça marche beaucoup mieux que enfermer les gens. Moi, de plus en plus, je crois que la meilleure façon de faire du bien, c'est de faire du lien, c'est-à-dire de créer la connexion avec des gens différents qui vont nous aider à grandir. On parlait du bonsaï tout à l'heure, à être dans le bon pot, pardon. Singa, c'est aussi ce que fait Singa avec les réfugiés, où ils disent, j'ai beaucoup aimé cette phrase, ils disent en fait, les réfugiés, finalement, ils ne voient que des gens qui sont payés pour les aider et dire c'est pas normal. Il faut que si on veut qu'ils s'intègrent, il faut créer du lien avec. Donc j'aime beaucoup leur programme Buddy où ils créent des binômes, toi et une personne réfugiée, mais d'égal à égal. On se remet sur un niveau de fraternité et toutes les semaines on fait un truc ensemble. Et en faisant ça, je découvre les codes, je pratique le français, je vais sortir et je m'intègre dans la vie. Et inversement. Et moi je découvre une autre histoire et je m'enrichis de ça. Parfois il faut attendre 2 ans avant qu'un migrant ou un réfugié il rencontre un Français hors association de bénévoles ou professionnels. Il faut 2 ans. C'est le rapport parlementaire qui disait ça, rapport Taché. C'est n'importe quoi. Comment et tout ça, ça coûte. Enfin, là, je m'adresse à ceux qui ont un cerveau. On va dire très économique, très froid. Je parle pas au cœur, je laisse ça de côté évidemment, mais les gars, ça marche pas, ça marche moins bien. Donc il y a des trucs qui marchent. Donc changeons de regard. Je disais tout à l'heure, changeons de regard sur ces solutions. Donc le vivre ensemble, c'est pas quelque chose c'est pas la kermesse ou le folklore ou les gentils bisounours. C'est des choses très pratiques, très concrètes et très réalistes qui fonctionnent mieux et qui produisent une société où on investit mieux l'argent, où les gens vivent mieux de part et d'autre. Donc pourquoi on le fait pas? Donc ça, c'est évidemment le type d'histoire qu'on veut pousser. Il faut les étayer par des exemples. J'en ai donné quelques-uns, par des chiffres. J'en ai donné quelques-uns, mais on n'est qu'au début. Il faut travailler cette histoire pour la faire vivre à grande échelle. Puis il y a le lien intergénérationnel aussi avec la maison de Baba Yaga, par exemple. La maison des Baba Yaga où tu as des bébés avec des personnes âgées, ça fait du bien. Et puis on pourrait parler aussi de l'incarcération dans les prisons. Parce que je pense que c'est un vrai sujet et c'est pas très efficace. Bon, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Il faudra refaire des podcasts. On effleure les sujets, donc pardon si je suis un peu caricatural, mais c'est des sujets complexes et qui demandent de la finesse. Mais là, on va vite, c'est pour poser des constats et donner envie de creuser. Évidemment qu'on aura toujours besoin de centres fermés ou de centres spécialisés, on va dire, pour traiter. Mais il faut changer de paradigme, c'est-à-dire plus dire dès que possible, on met les gens dans des centres, c'est plutôt quand c'est nécessaire, quand c'est vraiment nécessaire. Si on fait cette bascule, voilà, plutôt que de se dire c'est la norme, c'est l'exception. Ça serait ça qu'il faudrait arriver à faire. On commence à le faire sur le sans-abrisme, où ça devient une politique publique, ce qu'on appelle le logement d'abord. Ou plutôt que mettre les gens dans un parcours avec des centres d'hébergement d'urgence, CHRS, etc., où ça va prendre des années, l'enjeu, c'est le logement d'abord, c'est-à-dire le but, c'est de les mettre le plus rapidement possible sur un logement diffus dans la vie normale, avec un accompagnement social mobile, et de court-circuiter un peu les trucs et de revenir à quelque chose de bête, qui est de dire, qu'est-ce qu'il veut un sans-abri? Il fait un logement, on va le mettre dans un logement, plutôt que passer par donc ça, on commence à le faire sur le sans-abri, mais on parlait tout à l'heure des learning tours, etc., des voyages apprenants. On a vachement de choses à apprendre des autres pays autour. Parce qu'on est en France, on a l'impression qu'il n'y a qu'une manière de faire. Et c'est quelque chose que nous, on va travailler aussi, de proposer des voyages apprenants pour aller explorer ces autres façons de faire et montrer que ça peut être sérieux à grande échelle, que ce n'est pas juste du folklore périphérique. Pour terminer, quelque chose qu'on fait toujours à l'envers, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu en es arrivé là à te poser ces questions-là? Alors, moi en fait, donc j'ai 42 ans bientôt, ça fait 20 ans que je bosse, là je vis à Marseille et j'ai fait pas mal de choses, mais le fil rouge de tout ce que j'ai fait, pour moi finalement c'était ça, je m'en suis rendu compte l'année dernière, c'était de fabriquer du nous. Donc j'ai commencé en travaillant avec des chercheurs qui voulaient monter leur entreprise, mais qui avaient peur du monde du business, et le monde du business qui prenait de haut les chercheurs. Et donc moi, mon boulot, c'était de fabriquer du nous entre les deux pour faire émerger des entreprises vaillantes où tout le monde s'y retrouve et arriver à dépasser les préjugés et à monter des belles startups qui valorisent la recherche publique française qui est excellente et qui trouvent des débouchés commerciaux qui font des champions parfois internationaux.
Ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans l'économie sociale et solidaire depuis 15 ans maintenant, où là aussi, l'idée, c'est de fabriquer du nous entre le monde de l'économique et puis le monde du social, pour faire court. Et donc, j'ai cofondé, puis j'ai développé un réseau qui s'appelle le Mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est un réseau de dirigeants d'entreprises sociales qui, je crois, maintenant a bientôt 1000 adhérents. Et puis aussi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec Claude Alfandéry autour du montage d'un think tank de l'économie sociale qui s'appelle le Labo de l'ESS. Et donc là, voilà, c'est comment on crée du lien dans l'économie, qu'on ne fasse pas une économie excluante, mais une économie inclusive, une économie qui est en harmonie aussi avec l'environnement. Et donc, c'est une manière de fabriquer du nous. Et depuis 5-6 ans à Marseille, j'explore une autre façon de fabriquer du nous, plus à l'échelle territoriale, qui est un enjeu fort, parce que c'est là où on vit, c'est là où le quotidien s'exerce. Et Marseille, c'est une ville passionnante, parce qu'elle a cette image de ville cosmopolite, mixte, etc. Et il y a une part de vrai là-dedans, mais c'est aussi une ville très séparée, où les riches sont d'un côté, les pauvres de l'autre, où c'est très inégalitaire, où l'école est très excluante dès le démarrage, où il y a beaucoup de sans-abri. Donc c'est une ville de fracture. C'est une ville de fracture, mais avec une histoire de multiculturalisme et de cosmopolitisme. Et donc il y a ce paradoxe marseillais, je trouve, qui est fertile. Et donc, à travers l'initiative que j'ai montée avec Anne-Claire Gosselin et Jérôme Schatzman il y a 4-5 ans, qui s'appelle Marseille Solutions. On fabriquait des solutions aux problèmes de Marseille, problèmes de chômage, problèmes de transport, problèmes de décrochage, avec tous les acteurs publics et privés locaux. Et on crée du nous entre des gens très différents, qui peuvent être une grande entreprise, une asso de quartier, des grands chefs, des fondations, pour fabriquer des beaux projets qui ont de l'impact sur le territoire. Bref, donc j'ai fait ça, et en prenant conscience qu'il y avait ce fil rouge, et en prenant conscience aussi, parce que de plus en plus, c'est mon sentiment que c'est le problème numéro 1 dans la société, que finalement on ne l'adressait pas en tant que tel, c'est-à-dire qu'on prenait plus les problèmes de manière sérieuse, en se disant il y a des pauvres, il y a l'environnement, il y a ça, et on va solutionner ces problèmes. Moi, je pense que l'enjeu, c'est de recréer du lien entre toutes ces choses et de fabriquer du nous, qui est venu l'envie, avec d'autres, de lancer ce projet. Et puis peut-être aussi l'envie de fabriquer du nous entre deux rives. Ah bah oui. Ouais. Donc moi, je suis né à Alger, j'ai grandi en Algérie, puis je suis venu en France après le bac, pardon. Et donc, je suis attaché en effet à cette histoire méditerranéenne et à créer du lien entre les deux rives de la Méditerranée qui ont beaucoup de points communs, beaucoup de choses à partager. Et il y a une identité méditerranéenne qui se vit par l'essence, par la chaleur du soleil, par le goût des tomates, par le son de la guitare. Il y a le vivre ensemble, il y a le vibre, on vibre ensemble, quoi. Et la Méditerranée, c'est vraiment quelque chose où on vibre ensemble, on peut vibrer ensemble. Et il y a énormément de projets à imaginer pour créer du nous entre ces deux rives, où il y a aussi beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. On travaille aussi sur ça. On croit beaucoup que le patrimoine, c'est un excellent moyen de créer du nous, et que le patrimoine, on l'utilise pour se projeter vers l'avenir. Et donc, autour de la Méditerranée, il doit y avoir 200 ou 300 sites patrimoine mondial de l'UNESCO. L'idée, c'est de se dire, ce patrimoine qui est plutôt à l'abandon, mal investi, etc., on pourrait en faire un levier de développement local. Donc, patrimoine mondial, développement local. Donc, la ville d'Arles est un très bon exemple de ça. Elle a su investir sur son patrimoine et en faire un levier de développement économique. 1 euro investi fait 7 euros de retour, 4000 emplois. Mais c'est pareil, ça pourrait être le cas en Algérie, ça pourrait être le cas en Égypte, en Libye, où il y a énormément de patrimoine à investir. On pourrait former des jeunes à ces métiers de la restauration, donc c'est une manière de se réapproprier son passé, son identité, et de se projeter, et puis d'être sur un métier beau, métier de la restauration de patrimoine. Et puis ça crée du commun, parce que ce patrimoine, il se ressemble, il y a toute l'histoire méditerranéenne, tous les empires qui sont succédés, mais il y a beaucoup de résonance de part et d'autre. Donc le patrimoine, pour créer du commun et préparer l'avenir, par du développement économique, par du tourisme, par de la formation, par de l'emploi, et par de l'échange. Donc à Caen, des journées méditerranéennes du patrimoine, à Caen, de l'Erasmus entre des jeunes pour aller retaper les patrimoines des autres pays. C'est des choses qu'on réfléchit, qui sont portées par la ville d'Arles, la région PACA, la wilaya d'Alger et d'autres. Et on est content d'essayer de contribuer à ça. Et ça, c'est un exemple de comment on peut fabriquer du nous à l'échelle méditerranéenne.
En tout cas, avec tout ça et toutes les initiatives, et si la fabrique du nous est ton moteur, j'ai l'impression que c'est un beau moteur pour créer à la fois des initiatives et de la richesse économique et sociale. Eh ben, merci beaucoup, Tariq. Merci Rudy. Et puis pour quelqu'un qui porte une initiative qui s'appelle la Compagnie Générale des Autres, on était fait pour se parler et puis on va poursuivre. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le noter sur iTunes, à le partager. Ça permet de faire connaître le podcast et les initiatives et de développer la solidarité. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.